Ce premier rapport d'orientation budgétaire intervient dans un contexte très particulier. Il fait suite à l'élection municipale qui a vu les électeurs nantériennes et nantériens reconduire pour 6 ans la majorité municipale. Il intervient en juin compte tenu de la crise sanitaire sans précédent que notre pays a connue. La France a passé le pic de l'épidémie et nous commençons à voir les graves conséquences qu'elle a engendrées dans de nombreux pans de la société. À ce titre, Nanterre ne fait pas exception. J'ai pour habitude de dire que lorsque notre société souffre, Nanterre et ses habitants, notamment les plus modestes, souffrent toujours un peu plus. Cette situation rend primordiale la préparation du budget de la commune, car face aux répercussions de cette crise, la ville de Nanterre a souhaité être un point d'appui pour ses habitants. Avant l'éclosion de cette pandémie, nous avions travaillé un budget à l'équilibre, dégageant une légère capacité d'autofinancement, malgré les nouvelles baisses des dotations de l'État. En 2012, Nanterre touchait 18,5 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement de la part de l'État. En 2020, alors que les besoins des Nantériennes et des Nantériens ne sont pas taris et que la population de notre ville a continué de croître, nous sommes passés historiquement sous la barre du million d'euros de DGF. Et probablement l'année prochaine, nous n'en aurons plus. Zéro. Je ne peux pas me résoudre, nous ne pouvons pas nous résoudre à cette baisse injuste et j'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. À ce stade de la préparation budgétaire, la ville doit ainsi trouver au minimum 3,2 millions d'euros de ressources supplémentaires pour couvrir ses dépenses prévisionnelles de fonctionnement. Nous sommes donc au travail pour tenter de réussir à présenter au prochain conseil municipal un budget à l'équilibre. Dans cette perspective, le Premier ministre a annoncé le 29 mai dernier plusieurs mesures de soutien aux collectivités territoriales pour un montant total de 4,5 milliards d'euros. Ces mesures de soutien ont été intégrées au projet de loi de la loi de finances rectificative présenté au Conseil des ministres le 10 juin. Nous espérons que ces annonces vont se traduire par une aide concrète pour notre commune, pour d'autres communes qui sont dans cette situation totalement inédite. Selon les premières annonces du gouvernement, et en attendant qu'il précise les contours de ce plan de soutien, nous serions potentiellement éligibles à la compensation des pertes liées aux droits de mutation, estimées à 1,8 million d'euros. Face à l'impact de cette crise sur la situation budgétaire, je veux également le redire, remercier le soutien du département des Hauts-de-Seine qui m'a versé 960 000 euros à la ville de Nanterre. Cela représente une somme de 10 euros par habitant, appliquée de façon identique à l'ensemble des villes du département. Vendredi, en séance publique du conseil départemental, j'ai également proposé une autre clé de répartition. En effet, au regard des 664 millions d'euros d'excédent budgétaire sur l'activité de l'année 2009 par le département, j'ai proposé d'augmenter cette dotation en attribuant 50 euros par habitant en quartier politique de la ville et 30 euros par habitant pour les autres habitants. Cette mesure représentait une charge de 60 millions d'euros pour le département, soit à peine 10% de son colossal excédent budgétaire. Je regrette que cette proposition n'ait pas été retenue, alors qu'elle me semblait juste et équitable, et d'autant que dans le département des Hauts-de-Seine, comme partout, les communes avaient été toutes en première ligne face à cette situation créée par la pandémie. J'ai toutefois noté que le département et son nouveau président ne fermaient pas la porte
un réexamen en fin d'année et que sans doute nous pourrions faire cofinancer des actions à destination des habitants cet été, notamment en direction des jeunes. Vous l'avez compris, nos premières orientations budgétaires ont été balayées par la crise. Nanterre a fait partie de ces villes qui ont immédiatement réagi sur le plan local afin de protéger sa population. La mise en place du centre Covid-19 au Palais des Sports, la commande de 130 000 masques ou encore l'organisation d'une grande vague de solidarité alimentaire sur le territoire de la ville. Toutes ces mesures ont répondu à ce même impératif, être un point d'appui pour nos concitoyens. Ces mesures ont aussi eu un impact important sur les dépenses de fonctionnement de la ville. À ce titre, les répercussions de la crise sanitaire ne sont pas derrière nous, bien au contraire. Aujourd'hui, et pour encore plusieurs mois, Nanterre va devoir répondre à plusieurs défis importants qui créent forcément une incertitude quant à nos prévisions budgétaires. En premier lieu, nous restons pleinement mobilisés pour veiller à la circulation de l'épidémie sur le territoire de la ville. Le 4 juin dernier, en partenariat avec l'Agence régionale de santé et l'hôpital de Nanterre, nous avons organisé un grand dépistage public sur le quartier du Chemin de l'Île. 350 personnes ont pu être testées gratuitement et sans ordonnance. Les résultats sont d'ailleurs encourageants, avec seulement 2 cas positifs. Cette opération a été rendue possible par l'engagement humain et financier de l'hôpital de Nanterre, ainsi que celui de la ville, qui a immédiatement mis à disposition la logistique nécessaire, ainsi que les médecins et infirmiers de ces centres municipaux de santé. Après avoir accueilli 516 patients, dont 86 de Nanterriens, le centre Covid-19 au Palais des Sports a refermé ses portes. 3 centres de dépistage sont toujours ouverts aux habitants de la ville, l'un au centre municipal de santé Brest-Thorez, le second au sein même de l'hôpital et le 3e au laboratoire privé situé avenue Pablo-Picasso. J'en profite pour saluer de nouveau l'excellent travail partenarial entre la ville et l'hôpital de Nanterre ces dernières semaines, partenariat que nous entendons poursuivre et amplifier. La forte mobilisation de la ville se traduit aussi par la réouverture des écoles, jonglant avec les annonces du gouvernement parfois confuses et contradictoires. Entre le 18 mai et le 5 juin, le nombre d'enfants accueillis au moins une fois par semaine dans les écoles maternelles et élémentaires de Nanterre a presque quadruplé, passant de 1138 à 4100. Hier, le président de la République a annoncé la reprise de l'école obligatoire pour tous les élèves à partir du 22 juin. Cette reprise se fera nécessairement avec un assouplissement du protocole sanitaire qui devenait difficilement tenable à terme et qui a occasionné des surcoûts importants pour la ville. En parallèle de la situation sanitaire, nous nous préoccupons des conséquences sociales de cette crise sur les habitants de notre ville. Jeudi dernier, l'INSEE annonçait la perte de 500 000 emplois pour le premier trimestre de l'année 2020, principalement touchés les plus précaires, avec un effondrement de 40% de l'emploi intérimaire dans notre pays. Nous savons que ces chiffres impactent directement nombre de nos concitoyens et touchent à l'équilibre socio-économique de plusieurs foyers. C'est pour cette raison que nous proposerons dans quelques minutes au Conseil municipal d'adopter l'annulation des factures de restauration scolaire, d'accueil et de centres loisirs pour les foyers les plus modestes sur la période allant du 6 janvier au 3 mars. Cette mesure de solidarité, fidèle à l'ADN de Nanterre, représente une prise en charge de plus de 250 000 € par l'année. Nous savons que ces difficultés sociales vont également s'exprimer avec plus d'acuité encore cet été. De nombreuses familles ne pourront pas partir en vacances, comme elles le font pour certaines à cette période de l'année. Beaucoup d'habitants seront à Nanterre, faute de pouvoir changer d'air. Face à cette situation inédite, je vais vous dire l'entière mobilisation de la ville, de ces associations que nous avons sollicitées, pour permettre au plus grand nombre de nos concitoyens, ainsi qu'à leurs enfants, d'accéder à des loisirs, et pour certains, même, de partir un peu. J'ai d'ailleurs invité
l'opposition a participé à la définition de ce travail sur le déroulement de cet été si particulier à Nanterre. Et j'en profite pour dire que je prends en vol la proposition de travailler sur le projet de maison des femmes. Pour l'été, la Plaine des Sports a déjà été lancée au stade de Gabriel Péry en partenariat avec le SEN de Nanterre. Plusieurs autres pistes sont également étudiées, tenant compte des restrictions sanitaires encore en vigueur, la mise en place d'activités sportives et culturelles dans les quartiers, de sorties ludiques pour nos seniors, de colos apprenantes, ou encore l'objectif de faire partir plus de 200 familles en séjour pédagogique à Hautefeuille, l'un de nos centres de vacances. La préoccupation de la ville se situe aussi sur le plan économique. Nanterre s'est engagée avec les autres communes voisines réunies au sein de Pôle à abonder à hauteur d'1 million d'euros le fonds de résilience de la région Île-de-France visant à soutenir les entreprises de 0 à 20 salariés. Ce fonds va aider plusieurs milliers d'entreprises franciliennes dont la trésorerie a été mise à mal par la crise. Nous veillerons à ce qu'il profite aux entreprises nantériennes concernées et notamment celles issues de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes également soucieux de la santé financière de nos commerçants et notamment des restaurateurs durement touchés par la crise. Les restaurateurs ont pu ouvrir leur établissement à condition de disposer d'une terrasse et puis à partir d'aujourd'hui, ils ont pu ouvrir. Avec les cellules et les services de la ville, nous avons travaillé pour imaginer des solutions provisoires permettant cette reprise d'activité, une reprise d'activité viable, et donc sera proposé au prochain conseil municipal d'exonérer 6 mois de droit de terrasse à tous les commerçants et d'autoriser à titre gratuit l'extension temporaire des terrasses jusqu'au 31 août sur autorisation préalable et lorsque cela sera faisable techniquement. Enfin, la préoccupation de la ville à ce stade de la crise est également écologique. Nos services accompagnent le département des Hauts-de-Seine dans le déploiement des aménagements temporaires de pistes cyclables. Je crois d'ailleurs qu'il est possible de déployer encore plus rapidement ces pistes, à la fois pour favoriser la circulation en vélo et désengorger les transports en commun, mais aussi pour accélérer la transition écologique. La ville de Nanterre bientôt fera connaître des propositions complémentaires sur des voies communales. Et j'espère que l'information que j'ai eue aujourd'hui d'une opposition du préfet des Hauts-de-Seine à l'installation d'une piste cyclable provisoire sur l'avenue Joliot-Curie est une fake news, car s'il en était autrement, nous appelions Nanterre à réagir. Il n'est pas possible que l'une des principales avenues qui traverse la ville, l'avenue Joliot-Curie, ne soit pas de la place de Belgique, puisque la ville de la Garenne-Colombes est d'accord, à la place de la Boule, ne soit pas l'objet de ces installations temporaires qui permettent aussi, d'ailleurs, de sans doute préfigurer ce que sera le tramway demain, puisque sur l'avenue Joliot-Curie, la réduction des voies de circulation sera consécutive à cela. Cette préoccupation écologique se traduit aussi pour notre engagement au sein du pôle avec les 10 autres maires du territoire à abonder à hauteur de 150 000 € l'agence locale de l'énergie et du climat. L'objectif est d'accélérer la transition énergétique en permettant l'éco-rénovation de nombreux bâtiments qu'ils appartiennent à des particuliers ou à des professionnels. Cela va s'ajouter aux actions que nous réalisons déjà, qui vous ont été présentées par Serval. Je rappelle que ce sera aussi un des enjeux forts, cette transition écologique, dans les 3 grands projets de rénovation urbaine à Nanterre, les tours de Logirec au chemin de Lille, les tours d'Émile-Aillot au parc et les grands bâtiments de la cité Anatole France. Même si Nanterre a pu être réactive dès le départ de cette crise, nous devons néanmoins en tirer des enseignements. La période inédite que nous venons de traverser a confirmé avec force
la pertinence de notre analyse sur l'utilité du service public et la nécessité de changer la donne politique à l'avenir. Elle a rendu évident pour toutes et tous ces quelques constats que nous avons si souvent faits pour notre part. De très nombreuses personnes sont dans un dénuement extrême, vulnérables au moindre choc, et la société se doit de les sortir de cette situation. Le service public est essentiel à notre survie quand tout le reste s'effondre. Nous avons besoin d'être protégés. Aujourd'hui, ce sont ces énoncés qui font consensus et nous donnent raison, ce dont je ne me réjouis surtout pas. Ce raisonnement vaut tout autant pour la situation de l'hôpital de Nanterre, quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, certains voulaient supprimer cet hôpital que nous avons réussi à sauver et qui était en première ligne face à la crise. Le cash souffre d'un endettement abyssal, en partie dû aux errements de l'ARS. Pour éponger ce déficit, le gouvernement a imposé des mesures d'économie drastiques qui ont déjà eu pour conséquence la suppression de plus de 100 postes depuis 2016, 8% de l'effectif total, et le report d'investissements pourtant essentiels compte tenu de la vesticité des locaux laissés par la préfecture de police. Ces mesures et celles à venir ne tiennent aucun compte des besoins de santé de la population et de la capacité du cash à faire face à ces épisodes comme celui que nous venons de traverser. Cette logique comptable va-t-elle se poursuivre à l'hôpital de Nanterre coûte que coûte, au détriment de toutes ces considérations socio-sanitaires? C'est une des questions qui est posée devant nous. Que retenir également de tous ces débats souvent très savants sur les conséquences de la désindustrialisation de la France? À Nanterre, nous nous battons depuis près d'un demi-siècle contre cette aberration, alors que les traces du passé industriel des Hauts-de-Seine ont quasiment disparu dans toutes les communes. Eh bien, à Nanterre, nous sommes une des dernières communes de ce département à avoir encore des installations à caractère industriel. Et quand nous travaillons sur un projet alternatif suite à la fermeture des papeteries de la Seine, nous imposons aux promoteurs la restauration de 25 000 m² pour des petites et moyennes entreprises, si possible à caractère industriel. Nous participons ainsi à renforcer l'autonomie industrielle de la France et à lutter contre une mondialisation à outrance que nous savons néfaste tant pour les hommes et les femmes et les hommes qui la subissent que pour notre planète. Cette pandémie de Covid-19 a également révélé des situations problématiques à Nanterre, et je pense tout particulièrement à la grande vétusté des foyers dits de travailleurs migrants installés sur la ville. En effet, nous avons évité le pire au sein de ces foyers, avec des cuisines et des sanitaires collectifs, des chambres exiguës et un nombre de résidents non maîtrisés. Nous pouvions redouter les conséquences d'une contamination de masse. Nous avons alerté et pris des initiatives que vous connaissez avec des postes médicaux avancés de la ville au sein de ces foyers. Mais cette situation catastrophique ne peut pas perdurer. La loi du 18 janvier 2005, il y a 15 ans, visant à transformer ces foyers en résidences sociales, doivent enfin être mise en place par l'État et les gestionnaires de ces équipements. Cette mobilisation symbolise d'une certaine manière l'ambition que nous portons pour Nanterre. De manière générale, nous considérons que cette crise sanitaire ne nous a pas pris de revers dans les choix que nous faisons pour Nanterre. Est-ce que nous aurions pu mettre en place un centre Covid-19 dès le 19 mars sans un haut niveau de service public dans le domaine de la santé? Historiquement, Nanterre a toujours investi dans ses centres de santé municipaux, même lorsqu'on nous disait aujourd'hui encore que les dépenses de fonctionnement de la ville étaient trop importantes. Oui, c'est parce que Nanterre peut compter sur des médecins, des infirmiers, des professionnels de santé en lien avec la population que nous avons pu mener cette action saluée de toutes parts. C'est pourquoi nous souhaitons accélérer la reconstruction du centre de santé Maurice Thorez pour un montant de 14 millions
C'est un investissement utile et nécessaire que nous inscrirons dès cette année dans l'exercice budgétaire. Est-ce que nous aurions pu compter sur cette formidable chaîne de solidarité à Nanterre si nous n'avions pas un CCAS doté de moyens financiers et humains importants? Est-ce que nous aurions pu soutenir le remarquable travail des associations si la solidarité n'était pas un point cardinal de l'action municipale? À l'heure de construire ce budget, nous devons en somme nous poser une question simple. Ces dépenses qui visent à protéger nos concitoyens, tant au quotidien qu'en période de crise, sont-elles justes ou superflues? Au regard de toutes ces politiques publiques utiles à nos concitoyens, les restrictions budgétaires imposées par l'État à Nanterre sont profondément injustes. Injustes car elles amputent la ville de sa capacité à répondre aux besoins de ses habitants. Injustes car, rendons-nous bien compte, les mécanismes de péréquation amènent un habitant de Nanterre à cotiser proportionnellement plus qu'un habitant de Neuilly. Cette année, la ville de Paris est, elle, exonérée du financement des 20 millions d'euros d'augmentation du Fonds de solidarité Île-de-France. Ce qui veut dire que ce sont les autres communes qui payent à sa place. Où est l'équité? Où est la justice? Je pense que ce n'est pas rendre service à la ville et à ses habitants que de nier cette réalité. Nanterre a certes des ressources importantes comparées à d'autres communes, mais c'est ce qui nous permet de développer des politiques publiques ambitieuses qui répondent aux besoins des habitants nanterres et que beaucoup de ces villes voudraient mettre en place comme nous. La crise a démontré l'utilité et la pertinence de ces choix politiques. Et je le dis à nos collègues de l'opposition. S'opposer à ce constat, chercher à noyer le poisson, c'est aussi empêcher un rassemblement large contre l'affaiblissement des ressources de la commune, des communes. Il y aurait matière à avancer de concert sur ces questions dans l'intérêt de nos concitoyens qui, lorsque le service public recule, en sont toujours les premières victimes. Chers collègues, après 3 mois de crise, notre majorité municipale est confortée dans la volonté de réaliser le programme sur lequel elle a été élue. Faire une ville pour toutes et tous, c'est précisément répondre aux besoins d'égalité, de justice de nos habitants. Une ville où chacun compte pour un, où chacun trouve sa place avec son histoire et son identité.